Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez bien et que vous irez encore mieux après cette lecture avec moi. Alors là, nous allons poursuivre ensemble la suite du temps retrouvé de Marcel Proust. Si vous n'avez pas suivi les précédentes lectures, vous pouvez les retrouver sur le replay du site de l'émission Voyage au bout de la nuit. Donc ce livre, je vous le rappelle, est un livre qui est publié entre 1920 et 1930. C'est le 7e ouvrage issu de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc sachez pour ceux qui aiment le théâtre que sort le 18 novembre prochain une adaptation de Christophe Warlkowski. J'espère que j'écorche pas trop son nom. La pièce s'intitule Les Français. Donc si cela vous intéresse, je vous donne le rendez-vous du 18 au 25 novembre au Théâtre National de Chaillot dans le 16e arrondissement. Donc en tout cas, dites-le moi à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter ce que vous en avez pensé. Donc nous allons tout de suite reprendre notre lecture. Je vous souhaite un très bon moment et une très bonne lecture. Et il faut avouer qu'il y a quelque chose de curieux à penser que le peintre des fleurs, que les amateurs d'art nous citent aujourd'hui comme le premier, comme le supérieur même à Fantin-Latour, n'aurait peut-être jamais, sans la femme qui est là, su peindre un jasmin. Oui, ma parole, le jasmin. Toutes les roses qu'il a faites, c'est chez moi, ou bien c'est moi qui lui apportais. On ne l'appelait chez nous que Monsieur Tiche. Demandait à Cottard, à Brichot, à tous les autres, si on le traitait ici en grand homme. Lui-même en aurait ri. Je lui apprenais à disposer ses fleurs au commencement et il ne pouvait pas en venir à bout. Il n'a jamais su faire un bouquet. Il n'avait pas de goût naturel pour choisir. Il fallait que je lui dise « Non, ne peignez pas cela, cela n'en vaut pas la peine, peignez ceci. » Ah, si nous avait écouté aussi pour l'arrangement de sa vie comme pour l'arrangement de ses fleurs, et s'il n'avait pas fait cela, ce sale mariage. Et brusquement, les yeux enfiévrés par l'absorption d'une rêverie tournée vers le passé, avec le nerveux taquinage dans l'allongement maniaque de ses phalanges, la faloche des manches de son corsage, c'est dans le contournement de sa pose endolorie, comme un admirable tableau qui n'a, je crois, jamais été peint, et où se lirait toute la révolte contenue, toutes les susceptibles rageuses d'une amie outragée dans les délicatesses, dans la pudeur de la femme. Là-dessus, elle nous parle de l'admirable portrait qu'Élistire a fait pour elle. Pardon. Le portrait de la famille Cottard, portrait donné par elle au Luxembourg, au moment de sa brouille avec le peintre. Confessant que c'est elle qui a donné au peintre l'idée d'avoir fait l'homme en habit pour obtenir tout ce beau bouillonnement du linge, et qui a choisi la robe de velours de la femme, Rome faisant un appui au milieu de tout le papillotage des nuances claires, des tapis, des fleurs, des fruits, des robes de gaze des fillettes pareilles à des tutus de danseuses. Ce serait elle aussi qui aurait donné l'idée de ce coiffage, idée dont on a fait ensuite honneur à l'artiste, idée qui consistait en somme à peindre la femme, non pas en représentation, mais surprise dans l'intime, de sa vie de tous les jours. Je lui disais, mais dans la femme qui se coiffe, qui s'essuie la figure, qui se chauffe les pieds quand elle ne croit pas être vue, il y a un tas de mouvements intéressants, des mouvements d'une grâce tout à fait léonardesque. Mais, sur un signe de Verdurin indiquant le réveil de ses indignations comme un malsain pour la grande nerveuse, que serait au fond sa femme?
Swann me fait admirer le collier de perles noires porté par la maîtresse de la maison et acheté par elle. Toute blanche, à la vente d'un descendant de Madame Lafayette, à qui elle aurait été donnée par Henriette d'Angleterre, perle devenue noire, à la suite d'un incendie qui détruisit une partie de la maison que les Verdurins habitaient dans une rue dont je ne me rappelle plus le nom. Incendie après lequel fut retrouvé le coffre où étaient ces perles, mais devenu entièrement noir. Et je connais leur portrait, de ces perles, aux épaules même. Et, Madame de Lafayette, oui, parfaitement, leur portrait, insiste Swann, devant les acclamations des convives, un brin ébahi. Leur portrait authentique dans la collection du duc de Guermantes, une collection qui n'a pas son égal au monde, proclame Swann. Et je devrais aller voir une collection héritée par le célèbre duc, qui était son neveu préféré, de Madame Beausergent. Sa tante, Madame de Beausergent, depuis Madame Hatzfeld, la sœur de la marquise de Villeparisis, et de la maîtresse d'Hanovre, la princesse d'Hanovre, où mon frère et moi, nous l'avons tant aimé autrefois, sous les traits du charmant bambin appelé Bazin. Qui est bien, en effet, le prénom du duc. Là-dessus, le docteur Cottard, avec une finesse qui décèle chez lui l'homme tout à fait distingué à l'histoire des perles, et nous apprend que des catastrophes de ce genre produisent dans le cerveau des gens des altérations tout à fait pareilles à celles qu'on remarque dans la matière inanimée, et cite d'une façon vraiment plus philosophique que ne feraient bien des médecins le propre valet de chambre de Madame Verdurin, qui était dans l'épouvante de cet incendie où il avait failli périr. Était devenu un autre homme, ayant une écriture tellement changée qu'à la première lettre que ses maîtres, alors en Normandie, reçurent de lui leur annonçant l'événement. Ils crurent à la mystification d'un farceur. Et pas seulement une autre écriture, selon Cottard, qui prétend que, de sobre, cet homme était devenu si abominablement pochard que Madame Verdurin avait été obligée de le renvoyer. Et dans la suggestive dissertation, passe sur un signe gracieux de la maîtresse de maison, de la salle à manger au fumoir, vénitien dans lequel Cottard nous dit avoir assisté à de véritables dédoublements de la personnalité, nous citant ce cas d'un de ces malades, qu'il s'offre aimablement à m'emmener chez moi et à qui il suffirait qu'il touche les tempes pour l'éveiller à une seconde vie, pendant laquelle il ne se rappellerait rien de la première, si bien que très honnête, homme dans celle-là, il y aurait été plusieurs fois arrêté pour des vols commis dans l'autre, où il serait tout simplement abominable gredin. Sur quoi Madame Verdurin remarque finement que la médecine pourrait fournir des sujets plus vrais à un théâtre où la cocasserie de l'embaugrio reposerait sur des méprises pathologiques, ce qui, de fil en aiguille, amène Madame Cottard à narrer qu'une donnée toute semblable a été mise en œuvre par un conteur qui est le favori des soirées de ses enfants. L'Écossais Stevenson, au nom qui met dans la bouche de Swann cette affirmation péremptoire. Mais c'est tout à fait un grand écrivain, Stevenson. Je vous assure, monsieur de Goncourt, un très grand, l'égal des plus grands. Et comme, sur mon émerveillement des plafonds à caissons écussonnés provenant de l'ancien Palazzo Barberini, de la salle où nous fumons, je laisse percer mon regret du noircissement progressif d'une certaine vasque par la cendre de Londresse, Swann ayant raconté que des taches pareilles attestent sur les livres ayant appartenu à Napoléon Ier. Livres possédés, malgré ses opinions anti-bonapartistes, par le duc de Guermantes que l'empereur Chiquet, Cottard,
qui se révèle un curieux vraisemblablement pénétrant en toute chose, déclare que ces tâches ne viennent pas de tout cela. Pas du tout de cela. Mais là, pas de tout, insiste-t-il avec autorité. Mais de l'habitude qu'il avait d'avoir toujours dans la main, même sur les champs de bataille, des pastilles de réglisse pour calmer ses douleurs de foie, car il y avait une maladie du foie, et c'est de cela qu'il est mort, conclut le docteur. Je m'arrêtai là, car je partais le lendemain. Et d'ailleurs, c'était l'heure où me réclamait l'autre maître au service de qui nous sommes chaque jour, pour une moitié de notre temps. La tâche à laquelle il nous astreint, nous l'accomplissons les yeux fermés. Tous les matins, il nous rend à notre autre maître, sachant que sans cela, nous livrerons mal à la sienne. Curieux, quand notre esprit a rouvert les yeux, de savoir ce que nous avons bien pu faire chez le maître qui étend ses esclaves, avant de les mettre à une besogne précipitée, les plus malins. À peine tâche finie, tâche de subrepticement, regardez. Mais le sommeil lutte avec eux de vitesse pour faire disparaître les traces de ce qu'ils voudraient voir. Et puis, tant de siècles, nous ne sommes pas grand-chose là-dessus. Je fermai donc le journal des Goncourt, prestige de la littérature. J'aurais voulu revoir les Cottard, leur demander tant de détails sur Élistire, aller voir la boutique du Petit Dunkerque, si elle existait encore. Demander la permission de visiter cet hôtel des Verdurins où j'avais dîné. Mais j'éprouvais un vague trouble. Certes, je ne m'étais jamais dissimulé que je ne savais pas écouter ni, dès que je n'étais plus seule, regarder. Une vieille femme ne montrait à mes yeux aucune espèce de collier de perles. Et, ce qu'on en disait, n'entrait pas dans les oreilles. Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne. J'avais souvent dîné avec eux. C'était les Verdurins, c'était le duc de Guermantes, c'était les Cottard. Chacun d'eux m'avait paru aussi commun à ma grand-mère, ce Bazin, dont elle ne se doutait guère qu'il était le neveu chéri. Le jeune héros délicieux. De Madame Beausergent, chacun d'eux m'avait semblé insipide. Je me rappelais les vulgarités, sans nombre, et dont chacun était composé. Et que tout cela fasse un astre dans la nuit. Je résolus à laisser provisoirement du côté des objections qu'avait pu faire naître en moi contre la littérature les pages du Goncourt, lues la veille de mon départ de Tansonville. Même en mettant de côté l'indice individuel de naïveté, qui est frappant chez le mémorialiste, je pouvais d'ailleurs me rassurer à divers points de vue. D'abord, en ce qui me concernait personnellement, mon incapacité de regarder et d'écouter, que le journal cité avait si péniblement illustré pour moi, n'était pourtant pas total. Il y avait en moi un personnage qui savait plus ou moins bien regarder, mais c'était un personnage intermittent, ne reprenant vie que quand se manifestait quelque essence générale commune à plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie. Alors, le personnage regardait et écoutait, mais à une certaine profondeur seulement, de sorte que l'observation n'en profitait pas. Comme un géomètre qui, dépouillant des choses de leur qualité sensible, ne voit que leur substratum linéaire. De leur qualité sensible, Ce que racontaient les gens m'échappait, car ce qui m'intéressait, c'était non ce qu'ils voulaient dire, mais la manière dont ils le disaient. En tant qu'elle était révélatrice de leur caractère ou de leur ridicule, ou plutôt c'était un objet qui avait toujours été plus particulièrement le but de ma recherche, parce qu'il me donnait un plaisir spécifique, le point qui était commun à être à un autre et à un autre. Ce n'était que quand je l'apercevais que mon esprit, jusque-là sommeillant,
Même derrière l'activité apparente de ma conversation dont l'animation masquait pour les autres un total engourdissement spirituel, se mettait tout à coup joyeusement en chasse. Mais ce qu'il poursuivait alors, par exemple l'identité du salon Verdurin dans les divers lieux et divers temps, était situé à mi-profondeur au-delà de l'apparence elle-même, dans une zone un peu plus en retrait. Ainsi, le charme apparent, copiable, des êtres m'échappait, parce que je n'avais pas la faculté de m'arrêter à lui. Comme un chirurgien qui, sous le pli poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives, parce que, quand je croyais les regarder, je les radiographais. Il en résultait, qu'en réunissant toutes les remarques que j'avais pu faire dans un dîner sur les convives, le dessin des lignes tracées, par moi figurait un ensemble de lois psychologiques, où l'intérêt propre qu'avait eu dans ce discours, le convive, ne tenait presque aucune place. Mais cela enlèverait-il tout mérite à mes portraits, puisque je les donnais pas pour tels ? Si l'un, dans les domaines de la peinture, met en évidence certaines vérités relatives au volume, à la lumière, au mouvement, cela fait-il qu'il soit nécessairement inférieur à tel portrait, ne lui ressemblant aucunement de la même personne, dans lequel 1000 détails qui sont omis dans le premier seront minutieusement relatés. Deuxième portrait d'où l'on pourra conclure que le modèle était ravissant, tandis que l'on crut laid dans le premier. Ce qui peut avoir une importance documentaire et même historique. Mais n'est-ce pas nécessairement une vérité d'art ? Puis, ma frivolité, dès que je n'étais pas seule, me faisant désireux de plaire, plus désireux d'amuser en bavardant que de m'instruire en écoutant, à moins que je fusse allée dans le monde pour interroger sur quelques points d'art, ou quelques soupçons jaloux qui m'avaient occupé l'esprit avant. Mais j'étais incapable de voir ce dont le désir n'avait pas été éveillé en moi par quelques lectures, ce dont je n'avais pas d'avance dessiné moi-même. Le croquis que je désirais ensuite confronter avec la réalité, que 2 fois je le savais bien, même si cette page de Goncourt ne me l'eût pas appris, je suis restée incapable d'accorder mon attention à des choses ou à des gens qu'ensuite, une fois que leur image m'avait été présentée dans la solitude par un artiste, j'aurais fait des lieux, risqué la mort pour retrouver. Alors mon imagination était partie, avait commencé à peindre. Et ce devant moi, quoi j'avais bâillé l'année d'avant, je me disais avec angoisse, le contemplant d'avance le désirant, sera-t-il vraiment possible de le voir ? Que ne donnerais-je pas pour cela ? Quand on lit les articles sur des gens, même simplement, des gens du monde, qualifiés de derniers représentants d'une société dont il n'existe plus aucun témoin, sans doute on peut s'écrier. Dire que c'est un être si insignifiant qu'on parle avec tant d'abondance et d'éloges, c'est cela que j'aurais déploré de ne pas avoir connu. Si je n'avais pas que fait lire les journaux et les revues, et si je n'avais pas vu l'homme. Mais j'étais plutôt tentée, en lisant de telles pages, dans les journaux, de penser « Quel malheur ! Quel malheur que alors j'étais seulement préoccupée de retrouver Gilberte ou Albertine. Je n'ai pas fait plus attention à ce monsieur. Je l'avais pris pour un raseur du monde, pour un simple figurant. Et c'était une figure. Cette disposition-là, les pages de Goncourt que je lus, me la firent regretter. Car peut-être j'aurais pu conclure d'elle que ma vie apprend à rabaisser le prix de la lecture et nous montre que ce que l'écrivain nous vante ne valait pas grand-chose. Mais je pouvais tout aussi bien en conclure que la lecture, au contraire, nous apprend à relever la valeur de la vie. Valeur que nous n'avons pas su apprécier et dont nous nous rendons compte seulement par le livre,
combien elle était grande. À la rigueur, nous pouvons nous consoler de nous être peu plus dans la société d'un Vinteuil, d'un Bergotte, le bourgeoisisme pudibond de l'un, les défauts insupportables de l'autre. Même la prétentieuse vulgarité d'un Élistire a ses défauts. Puisque le journal des Goncourt m'avait fait découvrir qu'il n'était autre que le monsieur Tiche, qui avait tenu jadis qui n'était autre que le monsieur Tiche qui avait tenu jadis de ces si exaspérants discours à Swann chez les Verdurins. Mais quel est l'homme de génie qui n'a pas adopté les irritantes façons de parler des artistes de sa bande avant d'arriver, comme si c'était venu pour Élistire et comme cela arrive rarement, à un bon goût supérieur? Ne prouve rien contre eux, puisque leur génie est manifesté par leurs œuvres. Les lettres de Balzac, par exemple, ne sont-elles pas semées de tours vulgaires que Swann eût souffert 1000 morts d'employer? Et cependant, il est probable que Swann, si fun, si purgé de tout ridicule haïssable, eût été incapable d'écrire La cousine bête et le curé de Tours. Pour eux, que ce soit les mémoires ou nous, qui est tort, quand ils donnent du charme à leur société qui nous a déplu, est un problème de peu d'importance, puisque, même si c'était l'écrivain de mémoire qui avait tort, cela ne prouverait rien contre la valeur de la vie qui produit de tels génies. Tout à l'autre extrémité de l'expérience, quand je voyais que les plus curieuses anecdotes qui font de la matière inépuisable, divertissement des soirées solitaires pour le lecteur du journal de Goncourt, lui avaient été contées par des convives que nous eussions à travers ces pages enviés de connaître et qui ne m'avaient pas laissé à moi trace d'un souvenir intéressant. Cela n'était pas trop explicable encore. Malgré la naïveté de Goncourt, qui concluait de l'intérêt de ces anecdotes à la distinction probable de l'homme qui les connaît, il pouvait très bien se faire que des hommes médiocres eussent vu dans leur vie ou entendu raconter des choses curieuses et les contassent à leur tour. Goncourt savait écouter comme il savait voir. Je ne le savais pas. D'ailleurs, tous ces faits auraient eu besoin d'être jugés à un monsieur de Guermantes ne m'avait certes pas donné l'impression de cet adorable modèle des grâces juvéniles que ma grand-mère eût tant voulu connaître et me proposait comme un modèle inimitable d'après les mémoires de Madame Beausergent. Mais il faut songer que Bazin avait alors 7 ans, que l'écrivain était sa tante et que même les maris, qui doivent divorcer quelques mois après, vous font un grand éloge de leur femme. Une des plus jolies poésies. Une des plus jolies poésies de Sainte-Beuve est consacrée à l'apparition devant une fontaine d'une jeune enfant couronnée de tous les dons et de toutes les grâces. La jeune mademoiselle de Champlâtreux, qui ne devait pas avoir alors 10 ans. Malgré toute la tendre vénération que le poète de génie qu'est la comtesse de Noailles portait à sa belle-mère, la duchesse de Noailles née Champlâtreux, il est possible, si elle avait eu à en faire le portrait, que celui-ci eût contrasté assez vivement que celui que Sainte-Beuve en traçait 50 ans plus tôt. Ce qui eût peut-être été plus troublant, c'était l'entre-deux. C'était ces gens desquels ce qu'on dit implique chez eux plus que la mémoire qui a su retenir une anecdote curieuse, sans que pourtant on ait, comme pour les Vinteuil, les Bergotte, le recours de les juger sur leurs œuvres, car ils n'en ont pas créé, ils en ont seulement. À notre grand étonnement, à nous qui les trouvions si médiocres. Inspiré passe encore que le salon qui, dans les musées,
donnera la plus grande impression d'élégance, puisque depuis les grandes peintures de la Renaissance, soit celui de la petite bourgeoise ridicule que j'eusse, si je ne l'avais pas connue, rêvé devant ce tableau poussoir rapproché dans la réalité, espérant apprendre d'elle les secrets les plus précieux de l'art du peintre. Que sa toile ne me donnait pas, et de qui la pompeuse traîne de velours et de dentelle est un morceau de peinture comparable au plus beau de Titien. Si j'avais compris jadis que ce n'était pas le plus spirituel, le plus instruit, le mieux relationné des hommes, mais celui qui sait devenir miroir et puis refléter ainsi sa vie. Fut-elle médiocre qui devient un Bergotte? On pouvait à plus forte raison en dire autant des modèles de l'artiste. Dans l'éveil de l'amour, de la beauté, chez l'artiste, qui peut tout peindre. L'élégance, où il pourra trouver de si beaux motifs. Le modèle lui en sera fourni par des gens un peu plus riches que lui, chez qui il trouvera ce qu'il n'a pas l'habitude dans son atelier d'homme de génie méconnu, qui vend ses toiles 50 francs, un salon avec des meubles recouverts de vieille soie, beaucoup de lampes, de belles fleurs, des beaux fruits, de belles robes, gens modestes relativement, ou qui paraissaient à des gens vraiment brillants. Mais qui, à cause de cela, sont plus à portée de connaître l'artiste obscur, de l'apprécier, de l'inventer, de lui acheter ses toiles, de l'inviter, que les gens de l'aristocratie qui se font peindre comme le pape et les chefs d'État par les peintres académiciens. La poésie d'un élégant foyer et de belles toilettes de notre temps ne se trouvera-t-elle pas plutôt pour la postérité dans le salon de l'éditeur Charpentier par Renoir que dans les portraits de la princesse de Sagan ou de la comtesse de la Rochefoucauld par Caux ou par Chaplin? Les artistes qui nous ont donné les plus grandes visions d'élégance en ont recueilli les éléments chez les gens qui étaient rarement les grands élégants de leur époque, lesquels se font rarement peindre par l'inconnu porteur d'une beauté qu'ils ne peuvent pas distinguer. Dissimulée, qu'elle est par l'interposition d'un poncif de grâce suranné qui flotte dans l'œil du public, comme ces visions subjectives que le malade croit effectivement poser devant lui. Mais que ces modèles médiocres que j'avais connus eussent en outre inspiré, conseillé certains arrangements qui m'avaient enchanté, que la présence de tels d'entre eux dans les tableaux fut plus que celle d'un modèle, mais d'un ami qu'on peut faire figurer dans ses toiles. C'était à se demander si tous les gens que nous regrettons de ne pas avoir vus, connus, parce que Balzac les peignait dans ses livres, ou les leurs dédiés en hommage d'admiration, sur lesquels Sainte-Beuve ou Baudelaire firent leurs plus jolis vers, à plus forte raison, si toutes les Récamier, toutes les Pompadour ne m'eussent pas paru d'insignifiantes personnes, soit par une infirmité de ma nature, ce qui me faisait alors enrager d'être malade et de ne pouvoir retourner voir tous les gens que j'avais méconnus, soit qu'elles ne dussent leur prestige qu'à une magie illusoire de la littérature. Voilà, je dois malheureusement terminer cette lecture, mais retrouvez-nous dans la prochaine émission pour la suite de ce roman. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit et en tout cas une très bonne journée à tous ceux qui se lèvent.